Bonjour et bienvenue en deuxième semaine du MOOC Le mouvement humain. Aujourd'hui, nous allons analyser le mouvement à la lumière de la biomécanique et plus particulièrement à travers l'une de ces disciplines qui s'intéresse aux causes du mouvement, la dynamique. Qu'il s'agisse de tâches primitives comme combattre, fuir, manger, ou bien d'activités physiques telles que nous les connaissons aujourd'hui, le corps humain pourra interagir avec son environnement en se mettant en mouvement. D'un point de vue de la biomécanique, il s'agit d'accélérer une masse, c'est-à-dire modifier sa vitesse. Pour cela, il est nécessaire de lui appliquer une force, qu'il est ainsi possible de définir par la réciproque comme une action qui modifie ou tente à modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps. Lorsque l'on parle d'un être humain, il s'agit des muscles, ou plus particulièrement du système musculo-tendineux qui a pour fonction de créer et transférer ces forces. Une force peut être décrite par un vecteur qui possède 5 caractéristiques. Tout d'abord, le vecteur force possède une origine. Il s'agit du point d'application de la force. Dans l'exemple présenté ici, la force appliquée sur le sol par le membre inférieur droit de l'athlète réalisant un squat correspond à la zone de contact entre le pied et le sol. Maintenant que nous avons le point de départ, il est nécessaire de déterminer la direction qui correspond à la ligne d'action de la force. Ici, la force produite est verticale. Verticale oui, mais dans quel sens? Dans notre exemple, la force est appliquée verticalement vers le bas. Une information cruciale est encore manquante. La force est-elle importante ou non? Cette information nous est donnée par la norme qui décrira l'amplitude de la force et sera représentée par une flèche plus ou moins grande. Enfin, la force possède une unité dédiée, nommée en l'honneur d'un célèbre scientifique à l'origine de la mécanique, le Newton. Vous voulez vous rendre compte de ce que représente un Newton? Remplissez une bouteille d'eau d'1 litre et appliquez-lui une force de manière à ce que sa vitesse initialement nulle soit de 3,6 km/h au bout d'une seconde. Félicitations, vous venez d'appliquer une force de 1 Newton pendant une seconde. Maintenant que la notion de force est plus familière, nous allons aborder le principe fondamental de la dynamique énoncé par un certain Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle. Ce principe pose l'existence d'une relation de proportionnalité entre les forces appliquées à un système et son accélération. Mathématiquement, cela peut s'écrire selon l'équation suivante: la somme des forces est égale au produit de la masse et de l'accélération. Les forces extérieures représentent l'ensemble des forces s'appliquant au système étudié, ayant pour unité le Newton. L'accélération représente le changement de vitesse au cours du temps d'un système. Son unité est le mètre par seconde au carré. Nous y reviendrons plus en détail lors du cours qui abordera la cinématique. La masse du système a pour unité le kilogramme. Attention, il est important ici de bien distinguer la masse, qui est une propriété de la matière, c'est-à-dire identique en tout lieu et en tout temps, du poids, qui est une force correspondant à l'accélération de la masse par l'accélération de pesanteur. Le principe fondamental de la dynamique est également appelé deuxième loi de Newton. Il en existe en réalité 3. La première, appelée principe d'inertie, peut être considérée comme un cas particulier du principe fondamental de la dynamique que nous venons de voir. Lorsque la somme des forces appliquées à un système est nulle, son accélération est également nulle, c'est-à-dire sa vitesse restera constante. Dans le cas d'un parachutiste, la force du poids et la force de résistance du parachute s'annulent, ce qui explique la vitesse de descente constante. La troisième loi de Newton, ou principe d'action réciproque, énonce que tout corps A exerçant une force sur un autre corps B subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B. Lorsqu'un athlète applique une force dans le sol avec ses membres inférieurs, le sol exerce une force identique mais de sens opposé sur l'athlète. Il s'agit d'ailleurs de cette force, ici représentée en rouge, qui va accélérer le corps du sprinter. Dirigeons-nous maintenant sur le terrain et voyons l'application pratique de ces principes à l'analyse d'un mouvement sportif, le squat. Une analyse dynamique commence par faire l'état des forces appliquées au système, soit ici le sportif et la barre soulevée. Tout d'abord, nous pouvons identifier le poids de la barre noté PB en rouge et le poids du sportif noté PS en vert. Notre sujet applique également une force sur le sol, mais cette dernière ne nous intéresse pas car nous voulons faire état des forces appliquées sur le sujet et non par le sujet. En revanche, suivant le principe d'action réciproque vu précédemment, le sol renvoie une force identique et de sens opposé sur le sportif. Nous l'appellerons ici réaction du sol, notée R en bleu.
Nous pouvons maintenant appliquer le principe fondamental de la dynamique. La réaction du sol, plus le poids de la barre, plus le poids du sujet, est égal à la masse totale du sujet et de la barre, multipliée par l'accélération du système. L'accélération peut être mesurée par un accéléromètre, qui est un outil très répandu, puisque tous les smartphones en sont aujourd'hui équipés. Il existe même des accéléromètres conçus pour l'entraînement sportif. Dans notre exemple, une accélération de 5 mètres par seconde au carré a été enregistrée. Reprenons l'équation précédente en développant les poids comme étant le produit de la masse par l'accélération de pesanteur, notée G. Il est ensuite possible d'isoler dans l'équation la force de réaction du sol. Le sportif a une masse de 70 kg, la barre une masse de 30 kg, et l'accélération de pesanteur est égale à 10 mètres par seconde au carré. L'application numérique de notre équation permet de déterminer que la norme de la réaction du sol et donc de la force produite par le sportif était de 1500 newtons. Il est ainsi possible, en mesurant la masse et l'accélération d'un mouvement sportif, de calculer la force produite à l'origine de ce mouvement. Nous avons pour le moment abordé uniquement les mouvements dits de translation, c'est-à-dire linéaires. Cependant, le mouvement humain est créé par des segments qui pivotent autour d'articulations. Ici, l'avant-bras pivote autour du coude. On parle alors de mouvement de rotation. L'action mécanique qui permet d'accélérer le système en rotation est appelée moment de force et correspond mathématiquement au produit de la force et du bras de levier. Comparons deux situations. Une force F1 est appliquée avec un bras de levier D1. Le moment M1 est alors égal au produit de F1 et D1. Et une force F2 est appliquée avec un bras de levier D2. Le moment M2 est égal au produit de F2 et D2. Dans ces deux cas, la force appliquée est identique. Cependant, le moment de force est plus important dans la première situation car le bras de levier est supérieur. Le principe fondamental de la dynamique en rotation ressemble de près à ce que nous avons vu précédemment pour la translation. Cependant, ce n'est pas la somme des forces, mais des moments, en newton-mètre, qui va permettre de créer l'accélération angulaire du système, exprimée en radians par seconde au carré, le tout modulé par le moment d'inertie, une propriété du système. Plus le moment d'inertie est important, plus le moment de force devra être important pour accélérer la rotation du système. Prenons l'exemple d'un système en rotation immobile. Notre sujet maintient ce verre sans mouvement. Autrement dit, l'accélération angulaire et la somme des moments de force sont nuls. Schématiquement, deux forces s'appliquent. La force des muscles fléchisseurs du coude, F en rouge, et la force du poids en bleu, s'appliquant avec un bras de levier D. Les moments de force ayant des sens opposés, nous pouvons écrire que le moment de la force des fléchisseurs moins le moment du poids est égal à 0. Autrement dit, le moment de la force est égal au moment du poids. De plus, le moment du poids est égal au produit du poids et du bras de levier. Ainsi, si un verre pèse 5 newtons et le bras de levier est de 40 cm, soit 0,40 m, le moment de force des fléchisseurs du coude sera de 2 Nm. Vous pourrez donc maintenant calculer facilement le moment de force produit par votre biceps la prochaine fois que vous serez en terrasse. Ce cours sur la dynamique s'achève ici. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours au sujet d'une autre discipline de la biomécanique, la cinématique.